Bonjour et bienvenue. C'est vrai, en ce moment, quand on parle de technologie, on ne parle que d'une chose, l'intelligence artificielle. C'est sur toutes les lèvres. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur l'IA, il s'est passé quelque chose d'absolument dingue dans le monde de la robotique. Oui, c'est un fait. Pendant que tous les projecteurs étaient braqués sur les modèles de langage et les générateurs d'images, eh bien le monde de la robotique, lui, a fait un bond de géant. Une avancée fulgurante, presque dans l'ombre. Alors la question se pose forcément, est-ce que les robots viennent de vivre leur propre révolution silencieuse? Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, on a tous vu ces images, ces démos assez bluffantes, le robot de figure qui plie le linge par exemple, ou carrément les premiers Jeux olympiques pour robots humanoïdes à Pékin. Le monde a vraiment changé sous nos yeux, mais comment on en est arrivé là, si vite? Ok, alors pour vraiment comprendre ce qui s'est joué, il faut prendre un peu de recul et mesurer l'ampleur de ce bond en avant. Parce que les progrès de ces dernières années sont spectaculaires, c'est le mot. Pour bien se rendre compte, faisons un petit retour en arrière. En 2015, il y a eu le fameux défi DARPA. Les robots, ils étaient lents, franchement instables, ils tombaient tout le temps, et ils coûtaient jusqu'à 500 000 $ pièce. Un rêve de labo, quoi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a des robots humanoïdes comme le Unitree R1 qui font des acrobaties et qui sont produits en masse pour moins de 6 000 $. Le saut est juste gigantesque. Et la chute des prix, elle, est carrément vertigineuse. Et attention, ce n'est qu'un début. Regardez ce chiffre, 38 milliards de dollars. C'est l'estimation de la valeur du marché mondial des robots humanoïdes d'ici 2035. 38 milliards. Forcément, avec un gâteau pareil à se partager, on comprend tout de suite mieux pourquoi cette révolution s'accélère à toute vitesse. Mais alors, comment expliquer cette croissance explosive? Ce n'est pas un hasard, non. Le timing de tout ça est directement lié à l'autre grande révolution technologique qui nous occupe tant. Et oui, l'ingrédient secret, c'est l'IA générative. Et plus précisément, un concept clé, la multimodalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple en fait. C'est la capacité de l'IA à traiter et à comprendre plein de choses en même temps. Des images, de la vidéo, notre langage. En gros, ça lui permet de voir et de comprendre le monde un peu comme un humain. Et ça, pour un robot, ça change absolument tout. Bon, mais concrètement, comment on apprend à un robot à faire quelque chose? C'est assez fascinant. La méthode la plus courante, c'est en 3 étapes. D'abord, un opérateur humain pilote le robot à distance, un peu comme une marionnette, pour lui montrer comment faire une tâche. Tout ça est filmé. Ensuite, et c'est là que c'est malin, la vidéo est couplée avec une description textuelle de ce qui se passe. Et enfin, on donne des milliers d'heures de ces vidéos et de ces textes à une IA. Elle va mouliner tout ça et apprendre à faire le lien entre une instruction, du genre « plie le linge » et les mouvements précis à exécuter. Cette nouvelle alliance entre l'IA et la robotique, ça a déclenché une vraie course mondiale. Et on voit émerger 2 grandes stratégies, 2 philosophies qui s'affrontent. On va commencer par l'approche américaine qui, sans surprise, mise tout sur son point fort, l'intelligence. Autrement dit, les logiciels d'IA et les puces électroniques. Alors, côté américain, on a 3 poids lourds qui se tirent la bourre. D'abord Figure, dont on a parlé, qui se concentre à fond sur la dextérité fine pour les tâches du quotidien. Ensuite, évidemment, Tesla et son robot Optimus, qui essaie de capitaliser sur toute l'IA développée pour ses voitures. Et enfin, la star du parcours, Boston Dynamics. Eux, leur pari, c'est de développer un seul grand modèle d'IA capable de tout faire, de gérer tous les mouvements du robot. Et quand on dit que ça va vite, écoutez ce que dit le patron de Figure, Brett Haddock. Il a affirmé que d'ici 3 ans à peine, on aura très certainement des robots en phase de test directement dans les foyers. 3 ans! C'est demain! Et si les Américains se concentrent autant sur le cerveau du robot, ce n'est pas pour rien. C'est un calcul très stratégique. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 80% de la valeur d'un robot humanoïde, ce n'est pas la carcasse en métal, non, c'est son intelligence, le logiciel d'IA et les plus qui sont dedans. C'est là que se trouve la vraie valeur. Bon, ça c'est pour l'approche américaine. Mais de l'autre côté du Pacifique, la Chine, elle, joue une partition complètement différente. Sa stratégie est simple, miser sur ses points forts historiques, c'est-à-dire la production de masse et la maîtrise du matériel. Et pour voir à quel point l'offensive est sérieuse, il suffit de regarder un chiffre. Juste un, 5688. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de brevets dans le domaine de la robotique déposés par la Chine au cours des 5 dernières années seulement. Maintenant, mettons ce chiffre en perspective. Sur la même période, les États-Unis en ont déposé 1483. On parle de quasiment 4 fois moins. Ça donne une idée de l'ampleur de l'effort chinois. C'est massif et ça montre une ambition nationale qui est limpide. Et derrière cette avalanche de brevets, il y a bien sûr un soutien massif de l'État. On a des plans stratégiques comme Made in China 2025 qui visent ni plus ni moins que 50% du marché mondial pour les robots chinois.
Et pour financer ça, l'argent coule à flot. Pékin a mis 1,4 milliard de dollars sur la table, Shanghai a rajouté 1,4 milliard juste pour les humanoïdes. Bref, l'État met le paquet pour produire des robots à une échelle et à un coût que personne d'autre ne peut égaler. Ok, donc on a cette course folle entre deux stratégies. Mais ça nous amène à une question un peu plus fondamentale finalement. Au-delà de la course technologique, pourquoi? Pourquoi s'acharner à leur donner cette forme humaine? Oui, est-ce que cette forme humanoïde est vraiment la bonne solution? Après tout, pourquoi s'embêter à construire des robots qui nous ressemblent avec 2 bras, 2 jambes, un équilibre précaire, plutôt que de créer des machines super efficaces, optimisées pour faire une seule chose, mais la faire parfaitement? En fait, c'est toute la question du compromis. D'un côté, l'avantage de l'humanoïde, c'est sa polyvalence. Il est conçu pour notre monde. Il peut monter des escaliers, ouvrir une porte, utiliser nos outils. Mais de l'autre côté, pour une tâche bien précise et répétitive, une machine spécialisée, un simple bras robotique ou un robot sur roue sera toujours plus rapide, plus forte, plus efficace. C'est logique. Donc au final, tout l'enjeu est là. Le pari de la forme humanoïde, c'est un pari sur l'adaptabilité. L'idée, c'est d'avoir un robot qui peut opérer dans un monde qui a été construit par et pour les humains, sans qu'on ait besoin de tout reconstruire pour les robots. C'est ça la clé. Ce qui nous amène à une toute dernière question, pour la route. Imaginons un robot humanoïde totalement fonctionnel, aussi doué que ceux qu'on commence à voir, pour le prix d'un ordinateur haut de gamme. Disons 2000 €. Est-ce qu'un tel robot trouverait sa place chez soi? La question n'est plus de savoir si, mais quand. Et ce jour pourrait arriver bien plus vite qu'on ne l'imagine.